Hello, c'est Romain, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Unlock, c'est l'émission de Job Teaser qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on va parler d'Ubisoft, le studio français de jeux vidéo qui produit des jeux hyper connus. Je suis sûr que vous avez déjà joué à des jeux comme Just Dance, Far Cry, Watch Dogs ou encore Les Lapins Crétins. On y a tous déjà joué de toute façon. Et aujourd'hui, on va parler de comment ça se passe de travailler dans un studio de jeux vidéo. On va plus particulièrement parler des métiers du QA avec notamment Nicolas qui est Talent Acquisition Manager et Florian, Associate Lead QA Analyst. Bonjour à vous deux. Bonjour. J'espère que ça va bien et que vous êtes prêts à nous parler bien de ce joli studio qui est Ubisoft. On va notamment parler, tu nous le diras, d'Ubisoft Paris. Oui. Tu vas nous expliquer pourquoi dans un instant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, on va passer à la présentation d'Ubisoft en moins de 60 secondes. C'est le Pitch Me That. Et c'est toi qui vas faire le Pitch Me That? Tout à fait. Et c'est parti pour 60 secondes. Ubisoft, donc je vais faire un petit effet d'entonnoir, c'est un groupe français qui a été fondé en 1986 par les frères Guillemot et aujourd'hui c'est toujours l'un des frères qui est à la tête du groupe. C'est environ 20 000 personnes dans le monde pour donner quelques chiffres, c'est environ 40 entités et Ubisoft Paris c'est une de ces 40 entités. Le groupe est un groupe de production et d'édition de jeux vidéo et le studio est un studio de production de jeux, donc on fabrique les jeux. On est amené à travailler sur tout un tas de marques, certaines que tu as citées, d'autres non. Par exemple, Ghost Recon, Just Dance, Les Lapins Crétins, des jeux comme Mighty Quest également. Et on travaille sur tout type de plateforme, console, PC, mobile. Et on est amené à travailler sur des gros projets, des plus petits projets. C'est environ 1000 personnes sur plusieurs entités différentes. À Paris. À Paris, au studio de Paris. Au studio de puisqu'on est aussi très proche du siège où il y a pas mal d'équipes support, les équipes de distribution, les équipes IT, support également. Et tout ça, c'est d'autres équipes. Donc, on est plus nombreux que le studio, mais le studio, c'est 1000 personnes. Ok, et il y a d'autres endroits aussi en France, non ça? En France, on a effectivement plusieurs autres studios. Donc, par exemple, à Bordeaux, à Annecy, à Lyon, ça s'appelle Ivory Tower, et à Bordeaux, Annecy, Lyon et Montpellier. Et Montpellier. Et chacun travaille sur des jeux différents. Et chacun travaille sur des jeux différents, parfois sur un petit peu les mêmes. À une époque, Just Dance, par exemple, Bordeaux travaillait dessus aussi. Ouais, tout à fait. Sur certains projets, on travaille ensemble, et sur d'autres, chacun a ses propres projets. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Tu as fait un peu plus de 60 secondes, mais je t'ai relancé, donc ça compte pas. ça compte pas. Dans cette émission, on va donc parler, je le disais en introduction, des métiers du QA dans le jeu vidéo, et plus particulièrement chez Ubisoft. Mais avant ça, pour qu'on comprenne bien, quelles sont les étapes pour créer un jeu vidéo et quelles sont les différentes familles de métiers qui travaillent sur ces jeux vidéo chez Ubisoft? Alors je vais faire en très simplifié. Ouais. De manière générale, un jeu vidéo, c'est important d'avoir en tête que c'est un logiciel, mais c'est aussi un objet culturel. Donc il y a plusieurs étapes. L'étape de conception, l'étape de pré-production, l'étape de production. Et puis pour certains jeux pour lesquels on continue à produire du contenu une fois qu'ils sont sortis, eh bien, on a une étape qui s'appelle l'étape du live. Les familles de métiers, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus pour le moment, mais grosso modo, quand je raconte à mes grands-parents ce que je recrute, ce sont 3 grandes familles de métiers qui vont être les métiers artistiques, tout ce qu'on voit dans le jeu, les métiers du design, comment ça fonctionne, et les métiers de la programmation, du développement informatique. Autour de ces familles de métiers, il y en a évidemment d'autres, tout ce qui va être les métiers support, le marketing, tout ce qui va être, et on va en parler, les métiers de la qualité. Donc, plein de métiers. Je rebondis sur ce que tu dis du coup. Pour parler de la production en elle-même, en fait, il faut savoir que ça se découpe en plusieurs phases, comme l'a expliqué Nicolas. Et en phase de pré-production, on a par exemple les game designers qui vont mettre sur papier un petit peu l'intention qu'on veut impulser dans le jeu. Suite à ça, il faudra bien le mettre en pratique. Bah oui. Donc, on va passer sur de l'intégration, donc du code pour les programmeurs, de la data pour les UI, pour les artistes, etc., etc. Tout ce code et cette data vont être mixés et implémentés dans ce qu'on appelle une build. D'ailleurs, vous avez, il n'y a pas très longtemps, fait une vidéo sur Laurent Chartret, qui présente le métier de RBS. Donc, c'est ces gens-là qui sont chargés de builder, de consolider en fait tout le code. Exactement. Et la data. Je crois que c'est ça le mot. C'est compiler le mot, tout à fait. Le code, et puis ça fait une version. Une version. Voilà, c'est ça.
Et les QA sont chargés, arrivent à cet endroit-là en fait, et vont être chargés, entre autres, de tester ces versions-là, qui arrivent tous les jours, et il y en a de nombreuses. Bon, et concrètement, en quoi ça consiste, ces métiers de la QA? Alors, ça consiste... Du QA, de la QA. Du QA. Du QA. Oui, tout à fait. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais de base, les métiers de la QA, du QA, on va y arriver. Hein. Les métiers du QA, c'est vraiment d'être le dernier maillon avant le joueur et la joueuse. Okay. Donc on est vraiment les gardiens, les gardiennes de la qualité. On s'assure que, comme on lance le jeu le plus souvent par rapport aux autres gens de la production, on veut s'assurer que le jeu est le moins buggé, le plus qualitatif à la sortie en fonction des délais. Ok, ça marche. Tu vas nous en dire un peu plus. Je sens qu'il y a un peu plus derrière. Les métiers du QA, c'est des métiers sur lesquels vous avez beaucoup de besoins au studio? Tout le temps, puisqu'il y a besoin de ces métiers-là sur tous nos projets. Ce n'est pas le cas de tous les métiers. Hein. Si on parle par exemple d'animation 3D, un jeu en 2D, on ne va pas avoir d'animation 3D. Si on parle des métiers de la narration qui racontent une histoire, sur des jeux qui ont moins d'histoire, on peut parler de Just Dance par exemple, on a moins besoin des métiers de la narration. Alors qu'on a besoin pour tous nos projets de s'assurer qu'on livre un produit fini, qualitatif, le moins buggé possible à nos joueurs et à nos joueuses. Et en plus, on en a besoin à toutes les étapes de la production. Donc, et puis, il faut tester des choses différentes, le jeu, les outils qu'on construit pour produire le jeu. Donc, c'est important. Ouais. Puis en fait, c'est des métiers qu'on retrouve, c'est des métiers digitaux en fait, qu'on retrouve dans d'autres univers autres que le jeu vidéo, pour des applications, pour plein de tous les métiers digitaux en fait, finalement. Comme on disait, le jeu vidéo, c'est un logiciel, entre autres choses. Et donc, tous les métiers où on doit tester des logiciels, on a ce même genre de métier. Mais d'ailleurs, je parle de digital, mais pas que, parce qu'en fait, dans tous les métiers, je ne sais pas, on peut imaginer dans l'industrie automobile, les tests de pneus et tout ça, il y a toujours des contrôles qualité. Et c'est la même chose appliquée à un jeu vidéo. Oui, c'est ça. Il y a des spécificités, des spécialisations côté QA. Ça peut être la spécialisation Object Bank pour tester chaque objet, ou le test de pneus, ou tout simplement votre cafetière chez vous. Parfait. Et alors, au quotidien, comment ça se présente? Quelles sont tes missions au quotidien, les missions du QA? Ouais. Alors, avant de commencer à présenter les missions de QA, je voudrais faire une distinction qu'on a à Ubisoft Paris. C'est qu'on a deux branches de qualité. On a le contrôle qualité, ce qu'on appelle le QC, qui vont être plus dans la réaction. C'est des personnes qui vont stress-tester le jeu, le lancer beaucoup, et essayer de trouver, de spotter chaque bug, chaque crash qu'il peut y avoir dans le jeu, c'est-à-dire les erreurs qu'on peut trouver dans le jeu. À chaque fois qu'une erreur ou un problème est trouvé, le QC rentre des tickets. D'accord. Donc vraiment, c'est juste un ticket où on écrit tout ce qui se passe, quelles sont les problématiques et comment le reproduire. Et ça retourne à l'équipe de développement qui va corriger le... C'est ça. Et avant d'arriver sur l'équipe de développement, ça passe par le QA, du coup, qui sont plus dans l'anticipation. Donc nos missions, ça va être effectivement de reprendre ces tickets, vérifier que tout est bien rentré et de les réassigner aux bonnes personnes. Parce qu'en fait, en tant que QA, on suit les implémentations des fonctionnalités du jeu. En fait, on fait partie d'une équipe qui va gérer une fonctionnalité du jeu, dans laquelle il va y avoir un programmeur ou une programmeuse, un artiste et quelqu'un de la qualité qui va vraiment avoir une overview de tout ce qui se passe dans la feature. Dans la feature, dans la fonctionnalité. On appelle ça des feature teams, c'est ça? C'est comme ça que vous êtes organisé, c'est par petites équipes qui viennent tester une feature qu'on appelle une fonctionnalité. C'est ça. Donc, découle de ça, les QA vont devoir s'assurer de la bonne santé de cette fonctionnalité, qu'elle marche bien, qu'il n'y a pas trop de problématiques, qu'elle est en bonne santé de façon générale. Lié à ça, l'implémentation de l'automatisation, c'est-à-dire d'essayer d'automatiser un maximum le test de cette feature. Donc, c'est une petite machine qui va lancer le jeu un peu à notre place et nous, on va analyser les résultats. D'où le analyste dans le titre de QA analyste. Et enfin, notre grosse mission, ça va être aussi de communiquer au reste de la production l'état de santé de cette fonctionnalité, c'est-à-dire d'envoyer des mails pour dire là c'est problématique, là ça passe bien, là c'est trop buggé, on ne peut pas le sortir, etc. etc. On s'appuie avec ça à l'aide de dashboards, de live dashboards, de plein d'outils qui sont produits aussi par la production, pour mettre en valeur les implémentations du jeu. Et ça à tout niveau de vie du jeu vidéo, c'est-à-dire avant la sortie du jeu, mais aussi pendant la vie du jeu, pour chaque mise à jour? Bien sûr, c'est très important. En fait, les patchs ou les TU, ce qu'on appelle les title updates, ce qu'on appelle de notre côté, c'est vraiment
souvent d'un point de vue qualitatif, parce qu'on veut fixer les bugs et les crashs qu'on peut rencontrer dans le jeu. Et comme on a un temps assez court, il faut bien prioriser en fait, et fixer les plus importants, et au fur et à mesure du temps, fixer le reste avec des patchs. Et c'est pour ça que parfois il y a des jeux qui sortent avec quelques bugs. C'est ça, ça arrive, et malheureusement, on ne peut pas sortir un jeu qui est 100% débugué, parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est pour ça que on fixe d'abord, enfin la production fixe à l'aide des QA le plus de bugs possible en fonction de leur gravité. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, on va faire avec la phase de live, entre autres, du bug fixing. On priorise. C'est ça. Il y a quelque chose, il y a un enjeu qui est assez important, c'est que beaucoup de personnes voient le QA comme une porte d'entrée. Je parle dans le jeu vidéo, mais c'est vrai aussi dans le digital, alors qu'on peut faire des vraies carrières dans cette QA. Et ça, c'est une idée reçue sur laquelle on se bat beaucoup au quotidien, parce que, comme l'expliquait Floriane, ce sont des métiers sur lesquels on analyse, on construit des plans, on prévoit, on communique beaucoup, et ça demande nécessairement d'avoir un petit peu de seniorité, un petit peu d'expérience. Les feature teams, si on connaît bien la feature et les équipes sur lesquelles on travaille, on est encore plus performant. Donc on a envie d'avoir des gens, et c'est ce que nous on recherche côté recrutement, qui connaissent le métier, qui ont envie d'exercer ce métier-là. Et on a des parcours carrière, peut-être qu'on en parlera, qui permettent de monter tout au long de son parcours professionnel dans la même famille de métiers. Sachant que c'est vrai que cette idée reçue, elle vient d'une réalité, puisqu'il est possible, et on a des exemples, Floriane, peut-être que tu vas en parler toi-même, mais de gens qui sont rentrés dans le secteur sans venir de la QA ni du jeu vidéo. Oui, parce qu'il n'y a pas forcément de formation spécialisée dans le QA des jeux vidéo. Oui, tout à fait. Et donc, ça reste une porte d'entrée accessible pour rentrer dans cet univers-là, quoi. Bah, oui, comme tout autre métier, mais effectivement, il y a très très peu de formation QA, en tout cas dans le jeu vidéo actuellement. Les écoles de jeux vidéo ne proposent pas de formation QA. Donc, il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle des soft skills, dont on va un petit peu parler après, je pense, pour intégrer le milieu du QA. Par exemple, moi, je ne viens pas du tout à la base du jeu vidéo. D'accord. Je suis rentrée chez Ubisoft il y a un petit peu moins de 4 ans, en n'ayant aucune connaissance du milieu du jeu vidéo, à part en tant que joueuse. Tu faisais quoi avant? J'étais dans l'éducation nationale. Ah oui. Voilà. Complètement autre chose. Rien à voir. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait venir dans ce métier-là, dans ce monde-là? J'ai toujours été joueuse. D'accord. Quand j'étais toute petite, je regardais mon papa jouer à la Tomb Raider sur Windows 95. Voilà. Mais j'ai toujours aimé ça, et puis je me suis jamais fermé la porte à pourquoi pas ce milieu-là. Et j'en ai eu... En fait, je me destinais à devenir prof de SES. D'accord. Et j'ai décidé d'arrêter parce que je ne suis pas très bonne en concours. J'ai raté mes concours pour devenir donc professeur. Donc j'ai abandonné et je me suis dit vers quoi je pourrais me tourner. Le jeu vidéo, c'est peut-être une carrière qui est possible. J'ai tenté le coup, et puis j'ai passé les entretiens avec brio, et puis au fur et à mesure du temps, comme l'a dit Nicolas, on peut monter très facilement, non, on peut monter dans le métier dans les métiers de la qualité, et je suis aujourd'hui associate lead. Mais c'est intéressant, hein, le parcours de Floriane, parce que ça montre plusieurs choses. Ça montre qu'on peut y accéder sans pour autant avoir fait de formation. En tout cas, on peut apprendre sur le tas, pour ceux qui ne veulent pas forcément faire d'études plus poussé que ça, mais ça peut aussi dire qu'on peut se réorienter facilement vers des métiers du jeu vidéo. Alors facilement, comme pour toutes les réorientations, ça demande un petit peu de travail, un petit peu de recherche. Je ne sais pas si facile est vraiment le bon terme, mais oui, c'est possible. Ok, super. Il y a un autre enjeu que vous rencontrez, vous, au studio de Paris, côté marque employeur cette fois-ci, parce que le secteur du jeu vidéo, il est hyper concurrentiel. Là, on parle du marché mondial. Comment est-ce que vous arrivez à rester attractif auprès de tous les talents? Alors, le marché du jeu vidéo est concurrentiel, mais n'oublions pas que nos métiers ne sont pas que dans le jeu vidéo. En plus. Donc, justement, on parle de la QA, mais du QA. Tous les métiers de la programmation, par exemple, sont des métiers qui sont très recherchés dans les sphères tech et digitales à Paris. Et ailleurs d'ailleurs. Donc on est en concurrence avec ces autres secteurs d'activité-là. Ouais. En plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est encore dans une période liée au Covid. Ça a complètement changé la façon qu'ont les gens de chercher un travail et de travailler. Et aujourd'hui, là où il y a quelques années, nos concurrents principaux, c'était des studios de développement de jeux vidéo
en France, voire même en région parisienne. Comme on est le plus gros studio de développement de jeux en France et l'un des plus gros en Europe, notre concurrence est un petit peu plus modeste en termes de taille, de moyens, de nombre de projets. Donc la concurrence était un petit peu moins rude. Aujourd'hui, on a des studios de partout dans le monde, récemment suisses, américains, canadiens, chinois, qui viennent chercher les gens sur le marché français, qui viennent chercher les compétences sur le marché français pour proposer des contrats en 100% distanciel, par exemple. Donc la concurrence est effectivement rude. Donc nous, on travaille sur plein de points pour continuer à rester attractif. Évidemment, ça passe par des leviers comme les packages de rémunération. Ça passe par d'autres leviers de qualité de vie au travail. On a envie que les gens aient envie de venir au bureau, de retrouver les collègues, mais pas seulement. On travaille aussi sur tout ce qui va être les rythmes de travail hybrides. Aujourd'hui, au Studio de Paris, on peut travailler jusqu'à 100% en distanciel, en remote. Et depuis cet été, ça c'est tout neuf, on a la possibilité de travailler jusqu'à 4 semaines par an depuis un autre pays européen. Donc on essaye d'ajouter un maximum de flexibilité puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les candidats et les candidates, c'est ce qu'ils vont chercher. On travaille... Oui. Tu as déjà eu des demandes? Ah ben, bien sûr. Ouais. Oui, on l'a lancé en juin et on a indiqué que à l'avenir, il faudra un petit peu plus de temps pour qu'on puisse s'organiser. Mais là, pour la période estivale, on a donné la possibilité aux gens de le faire avec un préavis de seulement 1 semaine pour dire, si vous voulez profiter de rester un petit peu plus souvent sur votre lieu de travail pour, je ne me rappelle plus du terme qui a été inventé, là, tracancé, non? C'est pas ça. Oui. C'est une possibilité. Et oui, on a déjà eu des demandes, évidemment. Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? C'est aussi une ambiance. Une ambiance, évidemment. Donc, on essaye d'avoir des locaux qui sont accueillants, de proposer des activités, de team building, des déjeuners. Bon, tout ça, tout le monde le propose à Paris aujourd'hui. Donc, c'est pas révolutionnaire. On travaille aussi sur toutes les problématiques liées au temps de travail. Donc, en particulier dans le crunch. Qui est un problème endémique dans le secteur du jeu, dans le développement informatique aussi. Le crunch, c'est le fait de faire beaucoup d'heures supplémentaires sur des périodes très longues et de manière incontrôlée. Donc on travaille à limiter ces sujets-là, évidemment. Les problématiques de droit à la déconnexion. On est sur un marché de passionnés, souvent, même si tout le monde ne fait pas du... C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que, en fait, votre métier, c'est de jouer pour tester. Pas que. Mais enfin, je veux dire, tout à fait, pour lancer le jeu, il faut jouer. Peut-être qu'on aura presque envie de jouer, je ne sais pas, le soir en rentrant. Et en fait, c'est du travail. Et finalement, bien sûr. Et donc, faire attention à tout ça. Nous, en tant qu'employeur, on a le devoir d'être vigilants et vigilantes sur l'investissement de nos collaborateurs et collaboratrices. Donc on travaille sur ça. Le dernier point qui est vraiment important pour nous aujourd'hui, sur lequel on travaille depuis plusieurs années et on est en train d'accélérer maintenant qu'on peut commencer à revenir au bureau, etc., ce sont les sujets liés à l'inclusion. On a envie que nos jeux s'adressent à la plus grande communauté de joueurs et de joueuses possible. Et pour ce faire, on a besoin que nos équipes soient représentatives de ce que sont nos joueurs et nos joueuses. Donc ça implique qu'on doit avoir des personnes qui viennent par exemple de populations minorisées. On travaille avec des associations qui peuvent être par exemple Hello Handicap, qui peuvent être Women in Game, avec lesquelles on organise des événements de formation, des événements de mentorat, des journées de recrutement, pour pouvoir montrer à des personnes qui sont justement dans ces populations minorisées que le secteur est accessible et leur donner des chemins pour y accéder. Donc ça, ce sont des projets sur lesquels on travaille depuis longtemps et on a passé une vitesse complémentaire. En début 2021, Ubisoft a recruté une vice-présidente à la diversité et à l'inclusion qui s'appelle Rachi Sika et qui a une forte expérience dans le domaine évidemment, qui nous permet d'avoir de nouvelles idées et aussi un plan pour aller toujours plus loin dans cette direction. Et on pense que c'est ce qui nous permettra de nous démarquer pour être toujours au plus proche des attentes, non seulement des joueurs et des joueuses, mais aussi des employés. Si on devait faire un top 3 des valeurs chez Ubisoft, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Moi, je suis jamais à l'aise avec la question des valeurs parce que ça peut facilement être des mots qu'on vient plaquer artificiellement et verticalement sur une entreprise. Par contre, tu dois ressortir quand même On constate des choses qui peuvent être, d'une part, les valeurs d'entrepreneuriat. Je disais tout à l'heure qu'on était une entreprise, une success story à la française, issue de l'entrepreneuriat d'une famille. Et ça, c'est des valeurs qu'on retrouve au studio et dans les autres entités, certainement, puisqu'on a besoin de gens qui ont envie de créer des nouveaux mondes. C'est ce que l'on met dans nos annonces, créateurs de mondes, depuis 1986. On a aussi des valeurs de communauté. Comme je disais, aujourd'hui, on veut s'adresser aux plus grandes populations.
Donc on a besoin de tous et toutes travailler dans notre unicité, dans nos particularités, autour d'un projet commun, qui est de produire les meilleurs jeux. Et puis le dernier point, c'est l'innovation, la créativité, puisqu'on est du logiciel, mais on fabrique des mondes, des jeux, des univers, et donc on est réunis autour de cette valeur-là. Toi, Floriane, qui manage une équipe dans le QA, quels sont les profils que vous allez rechercher dans ces métiers-là? Ok. On recherche souvent des soft skills, comme on l'a dit, il n'y a pas de formation, donc on va rechercher des soft skills. Comme j'ai dit tout à l'heure, la communication, être capable de bien donner la visibilité et les informations liées aux fonctionnalités. On recherche aussi des gens qui sont curieux, parce qu'il faut créer des test plans. Donc une liste de choses à tester dans un jeu. Donc il faut bien les créer, donc il faut bien les imaginer. Oui, et puis il faut peut-être avoir envie presque d'aller encore plus loin. Toujours tester, toujours aller plus loin. Quoi. Oui, voilà, aller chercher, titiller le petit bug qui est caché dans un coin que personne ne voit. Nous, on va aller le chercher. Et je dirais aussi de la patience, parce que ça va avec, il faut être patient et patiente. Et je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être joueur ou joueuse pour rentrer dans le métier du QA, parce que c'est très bien d'avoir une expérience dans le jeu et de connaître ce qu'attendent et veulent les joueurs et les joueuses, mais c'est bien aussi d'avoir un regard complètement extérieur et nouveau sur un jeu et de voir le jeu aussi comme un produit, parce que c'est ce que c'est aussi. Vous parliez tout à l'heure de jouer le soir en rentrant. En fait, nous, on n'a pas envie de jouer le soir en rentrant parce qu'en fait, on a la tête dans le jeu toute la journée, même si on ne le lance pas forcément. On le voit tous les jours et même si on n'y joue pas, on voit des vidéos, on voit des tickets qui en parlent, etc. Donc, on n'a pas toujours très envie de jouer. Est-ce que c'est pas frustrant d'ailleurs ça, de travailler sur un jeu parfois que tu n'as pas envie de savoir en fait les détails et l'envers du décor? Il y a deux écoles en vrai. Il y a des gens qui rêvent de travailler sur leur jeu d'enfants, de leur Madeleine de Proust. Et puis, il y a des gens comme moi qui n'ont pas envie de travailler sur un jeu pour qui ils ont un affect. Parce que typiquement, moi, ça m'embêterait de voir le jeu que j'adore toute la journée. Et ça m'embêterait aussi de voir, parce que malheureusement, en fonction des temps et des délais, il y a des choses qui sont coupées, qui sont cut. Et ça me ferait mal au cœur. De voir qu'on réduit les possibilités infinies que peut avoir un jeu parce qu'on n'a pas assez de temps, et de voir aussi tous les bugs, parce que nous, quand on lance un jeu, on voit aussi les bugs et les crashs. Donc voilà, je préfère travailler sur pas que j'aime pas, mais un jeu pour lequel j'ai un petit peu moins d'affect. Ouais. Floriane nous parlait des soft skills, plus particulièrement dans les métiers du QA. En général, si on parlait des soft skills que vous allez chercher chez les candidats au studio à Paris, dans tous les métiers. Alors il y a deux choses là-dessus. La première, c'est que je ne vais pas du tout donner tort à Floriane puisque je vais en réutiliser deux. La deuxième, c'est que je reviens sur notre valeur de communauté. Ouais. En fait, j'ai pas envie que les personnes qui vont nous regarder se disent « Ah mince, moi je suis pas comme ci ou comme ça, je peux pas aller chez Ubisoft ». Parce que c'est pas vrai. Et parce que c'est des soft skills qu'on retrouve facilement dans les équipes. Mais d'une part, on en attend d'autres aussi. Et d'autre part, on est capable de former nos collaborateurs et collaboratrices sur les différentes soft skills qu'ils peuvent ou qu'elles peuvent ne pas avoir ou ne pas avoir au niveau qu'ils attendent ou qu'elles attendent. Donc voilà, je reviens sur la communication. Un jeu vidéo, un projet de jeu vidéo, c'est complexe. C'est beaucoup de monde, c'est plusieurs centaines de personnes qui sont sur plusieurs familles de métiers, qui sont parfois sur plusieurs sites différents. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait produire des jeux, enfin c'est le cas de tous les jeux Ubisoft, ou presque, qui sont produits entre différents studios, parfois dans différents pays. Donc en fait, c'est beaucoup de communication entre tous ces différents corps de métier, sites, features. Donc c'est important d'être capable de dire ce qu'on fait et de comprendre ce que font les autres. Le deuxième point, c'est la curiosité. Je parlais de créativité tout à l'heure. Je crois assez en le fait que la créativité est nourrie par la curiosité. Au-delà du fait d'avoir les nouvelles idées, je ne pense pas qu'on puisse avoir des nouvelles idées si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour de soi. Forcément. Et la dernière soft skill que je dirais, ce serait l'agilité. Déjà au sens très littéral, parce que la plupart de nos productions fonctionnent sur des méthodologies partiellement agiles. D'autre part, parce qu'on a plusieurs projets au sein du studio. Et d'un projet à l'autre, les organisations ne sont pas les mêmes, les métiers ne sont pas les mêmes. Donc, nos parcours permettent de passer d'un projet à l'autre et de changer de rôle régulièrement. Donc, l'agilité facilite le fait de passer d'un projet à l'autre, de travailler avec d'autres équipes, etc. Si on parle plus particulièrement de recrutement, quels sont vos besoins à l'heure actuelle ?
Alors, on a plein de besoins Ouais. dans toutes nos familles de métiers que je citais tout à l'heure. Les métiers de la programmation, c'est toujours le cas. Si je devais en citer que 2, je dirais les programmeurs et programmeuses 3D et online. Ensuite, dans les métiers artistiques, évidemment, je sais que dans les effets spéciaux, on cherche toujours des gens. Ça, ce sont 2 des métiers sur lesquels on va chercher. Ensuite, on a aussi toujours des besoins en stage et en alternance. D'accord. On a des sites dédiés. Bon, il y a le site carrière d'Ubisoft, évidemment, qui parle de toutes les offres dans toutes les entités du groupe. Et on a aussi un site dédié pour les stages et les alternances en France, qu'on a créé pour permettre aux personnes qui vont chercher des stages et alternances de trouver plus facilement les opportunités dans nos studios. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis en parlant de stage et d'alternants, parce que vous avez développé quelque chose qui s'appelle Studio Academy, Tout à fait. qui est un programme qui vient accompagner les stagiaires et les alternants. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en détail? Oui, la Studio Academy, c'est 2 choses. D'une part, c'est la communauté de nos stagiaires et de nos alternants alternantes. D'autre part, c'est également le dispositif qu'on met en place pour accueillir, accompagner et suivre les stagiaires alternants alternantes. Donc, c'est un dispositif qui nous permet d'avoir des parcours d'onboarding, d'accueil, avec des formations, avec des présentations, mais c'est aussi quelque chose d'un petit peu plus informel. On essaie de créer un esprit de corps, de communauté entre ces personnes qui sont sur différents projets et qui pourraient être amenées à ne jamais se parler. Donc, on leur permet de faire des ponts entre leurs métiers pour découvrir le fonctionnement d'une production de jeu au sens large, de découvrir les autres métiers. On organise des sessions informelles de jeux, des verres, des déjeuners, des occasions d'échanger, de présenter leur propre expérience également. Ouais. Donc ça, c'est sympa. On a des canaux de communication dédiés. On a un canal Teams. D'ailleurs, on a un des stagiaires sur Just Dance, il y a quelques temps, qui avait proposé à la Studio Academy de venir faire des bruitages sur un des jeux Just Dance. Trop bien. Donc les personnes qui ont eu envie ont pu, une petite équipe de 10, aller faire des bruitages. Parce que lui travaillait sur le son Parce aussi. que lui travaillait sur le son de Just Dance. Trop Et bien. donc certainement que dans le jeu, je ne sais plus si c'était celui de l'année dernière ou de l'année d'avant, vous avez certainement entendu les voix des bruitages produits par des personnes qui étaient stagiaires, apprentis au sein du studio. On ressent vraiment l'esprit de communauté, que ce soit dans les stagiaires et les alternants, mais aussi dans tous les salariés. Et le dernier point, pardon, Dis-moi. sur la Studio Academy, c'est que c'est aussi un dispositif de suivi de ces personnes-là, parce que non seulement on veut s'assurer que leur stage, leur alternance se passe bien, mais aussi on envisage la suite ensemble. Ouais. Est-ce que c'est des personnes qui ont envie de rester ? Est-ce que c'est des personnes qui ont envie de rester dans la même famille de métiers ? Le cas échéant, il faut qu'on le sache et il faut qu'on puisse les mettre en relation avec les équipes recrutement d'une part et avec les projets qui vont pouvoir recruter sur des contrats de travail au-delà des contrats d'alternance ou de stage. Bon, parfait. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Je vais vous demander un petit mot là pour venir conclure. Allez, je vais commencer par Floriane. Ok, très bien. Je rebondis très rapidement sur l'alternant, par exemple. On a la grande chance et la fierté de voir les métiers du QA évoluer. Ouais. On vient cette année, on a recruté un alternant, chose qui ne se fait pas souvent côté qualité parce que finalement, Vu qu'il n'y a pas forcément de formation, peut-être que c'est pas lié. C'est un peu plus difficile. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais comme quoi l'image du métier évolue parce qu'on a un alternant QA cette année et c'est vraiment très chouette. Et ça fait avancer aussi la mentalité sur la qualité parce qu'on n'est pas des gens qui jouent toute la journée et qui lancent le jeu tout le temps. On est bien plus que ça. On n'est pas une porte d'entrée, on est un métier à part entière qui est essentiel dans une production au même titre que la programmation ou le design. Donc voilà, c'est mon cheval de bataille. J'ai développé en rentrant chez Ubisoft une véritable passion pour la qualité et c'est très important pour moi de faire passer ce message. Et merci à vous d'ailleurs de me permettre de donner ma voix là-dessus et d'essayer de faire changer les mentalités, c'est très important. Merci à toi de nous en parler avec tant de passion avec en tout plaisir. cas. Nicolas, un dernier mot? Un remerciement surtout, merci de nous donner la parole, de nous laisser présenter un petit peu le studio, nos marques, nos métiers, parce que c'est vrai que le jeu vidéo, il y a beaucoup de gens qui jouent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'envers du décor. Donc on est toujours ravis de pouvoir présenter ces aspects-là aux gens qui sont curieux. Et un dernier mot pour les étudiants là, qui nous regardent, venez. Venez, regardez en dessous de la vidéo le fameux lien vers nos stages alternance. Ils sont également sur nos sites. Vous pouvez prendre contact avec moi sans problème sur LinkedIn. D'accord. Il y a mon nom normalement sur la vidéo. Donc écrivez-moi, je réponds à vos questions si vous en avez. Voilà. Pareil, si vous avez des questions sur la qualité et le QA de façon générale, n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir.
Trop cool. Merci beaucoup en tout cas. Merci Florian, merci Nicolas d'être venu nous parler du studio de Paris chez Ubisoft et des métiers du QA. C'était hyper intéressant. Merci à vous tous de nous avoir regardés. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de vous renseigner sur les métiers du QA et les métiers au sein du studio de Paris. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro évidemment d'Unlocked, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.